chers collègues, je n'ai pas un instant l'intention de faire résonner ici l'éloquence à propos de l'abolition. Cela m'est arrivé plusieurs fois, je dirais même de nombreuses fois, mais ça n'est pas le lieu et ça n'est pas l'occasion. Vous êtes des parlementaires, vous êtes des femmes et des hommes impliqués en politique, connaissant les réalités et les difficultés de cette condition, et abordant la question de l'abolition de la peine de mort dans vos États, je voudrais essayer de réinscrire cette question dans la perspective plus générale du mouvement vers l'abolition universelle. Tout à l'heure, le président Bell, que je remercie à bien des égards pour tant de marques de confiance, a évoqué l'abolition intervenue en France, et particulièrement la dernière nuit de bataille parlementaire au Sénat. Je m'en souviens fort bien, et pour cause, et je me suis approché au moment où le vote était inscrit au tableau électronique de la place, tu me permettras de le dire, du plus grand de nos sénateurs, c'est-à-dire Victor Hugo, assurément le plus grand des abolitionnistes, dont la place est au premier rang, aujourd'hui, là où siègent nos amis communistes. Et j'ai tenu à mettre ma main précisément sur cette place, sur ce banc-là, en me disant c'est fait, le vœu est réalisé, l'abolition pure, simple, définitive. Il n'y avait qu'un adjectif qui manquait, pas dans la pensée d'Hugo, mais ce jour-là, c'était universel. Et par conséquent, le combat fini en France devait se poursuivre ailleurs. Alors, je le dis simplement, les progrès réalisés par le mouvement vers l'abolition universelle ont été plus grands que je l'espérais même à cette époque, et je sais que ce sentiment était partagé. Très franchement, nous étions le 35e État, la France, à abolir la peine de mort. Je souligne quand même, par modestie, nous étions le dernier de l'Europe occidentale. Mais nous étions le 35e État dans le monde à abolir la peine de mort. Je regarde où nous en sommes aujourd'hui, nous abolitionnistes. Vous avez 198 États aux Nations Unies, près de 100 sont abolitionnistes de droit, c'est-à-dire ont inscrit l'abolition dans leur loi, et vous avez environ 48, près de 50 abolitionnistes de fait, c'est-à-dire n'ayant pas procédé à des exécutions depuis 10 ans. Voyez vous-même, de 35 à 148, les trois quarts, aujourd'hui, des États des Nations Unies sont abolitionnistes. Et pourquoi je le rappelais, nous n'osions pas espérer un tel résultat. Et si l'on veut bien considérer qu'au-delà même des abolitions nationales ou des pratiques nationales de non-exécution, vous avez des conventions internationales, alors là, le résultat est encore plus important, puisque, vous le savez, dans les États de droit, et c'est le cas, je pense, pour tous vos États, la Convention internationale a force juridique supérieure à la loi nationale. Or, il existe non seulement des pactes régionaux, en Europe c'est le cas, 2 protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme, signés, je le signale, au sein du Conseil de l'Europe par 47 sur 48 États de l'Europe. La peine de mort a quitté, peut-on dire, le continent européen, pourtant souillé de tant de crimes. Au-delà, vous avez les conventions des Nations Unies et particulièrement le 2e protocole annexe au pacte sur les droits civils et politiques. Ce sont des engagements, j'y reviendrai parce que ça a techniquement une importance extrême dans la bataille pour l'abolition, des engagements internationaux auxquels les États qui adhèrent ne peuvent plus se dérober ensuite en prenant des lois internes, sauf à quitter l'ensemble international ou régional, c'est-à-dire
pratiquement le monde des droits de l'homme. D'où l'importance non seulement symbolique, mais effective de ces instruments internationaux. J'indique simplement, ou je le rappelle, ce qui est trop oublié, que dans les juridictions pénales internationales, qu'elles soient ad hoc ou que ce soit la Cour pénale internationale de La Haye, il n'y a jamais de peine de mort. Je ne connais pas un magistrat international ou susceptible de le devenir qui accepterait de siéger au sein d'une instance juridictionnelle qui recourrait à la peine de mort. Ça, le public ne l'ignore, mais les professionnels le savent, et il s'agit ici, souvenons-nous-en, des pires criminels qui soient, puisque ce sont les responsables, et souvent les plus hauts responsables des États, qui sont accusés des pires crimes qui soient, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les génocides, je pourrais continuer la liste de ces actions atroces. Donc, la conscience mondiale est aujourd'hui du côté de l'abolition. Et il faut toujours vous en souvenir, parce que cela donne à notre action non seulement une dimension morale, mais une projection sur l'avenir. Les pays abolitionnistes ont tourné la page des exécutions sanglantes. Et quand on me dit « Ah oui, mais je dis non, le mouvement est irréversible ». Il vous suffit de constater qu'en ce qui concerne les abolitions de droit, jamais un État important n'est revenu en arrière. Jamais des hommes politiques et des femmes politiques n'ont voulu rétablir la peine de mort partout où elle a été abolie dans la loi. Alors, à ce stade et dans ce mouvement, il y a évidemment des zones d'ombre. Tout n'est pas que tableau riant dans les progrès réalisés pour l'abolition. Les zones d'ombre, vous les connaissez comme moi. La liste des États qui retiennent la peine de mort et la pratiquent est importante et significative. En tête, vous avez évidemment la Chine, avec un tempérament qu'il faut prendre en compte. Je ne parlerai pas du mouvement abolitionniste chinois, je fais une conférence sur l'abolition universelle, mais il existe et il y a de plus en plus d'avocats et d'universitaires qui y participent. Mais ce que j'entends marquer, parce que ceci concerne directement les travaux qui sont les vôtres, c'est que, ensuite de la Chine, et, attention, proportionnellement à leur population, beaucoup plus que la Chine, d'autres États exécutent. Je laisse de côté le cas particulier si significatif des États-Unis, grande démocratie, vieille république, ayant, comme on le sait, un recours aisé au port d'armes et à ses conséquences. On dit que les États-Unis, en effet, conservent non seulement les textes, mais l'usage de la peine de mort, parfaitement exact pour leur honte. Je marque quand même que le mouvement aux États-Unis pour l'abolition de la peine de mort n'a cessé de progresser dans les 10 dernières années, et que, à cet égard, on doit relever que non seulement le nombre de condamnations à la peine de mort a diminué de moitié en 10 ans, le nombre des exécutions encore plus, mais que 6 États, et parmi les plus importants des États-Unis, ont rejoint les 12 qui, depuis toujours, étaient abolitionnistes. Les États-Unis, ce n'est pas un bloc, c'est une fédération d'États en ce qui concerne le droit pénal, une mosaïque de législation, et vous avez un mouvement qui va s'accroissant vers l'abolition. Je citerai dans les dernières années, et ça n'est pas des petits États, l'État de New York ou l'État de l'Illinois, Chicago, dont le président Obama est issu. Donc, en ce qui concerne les États-Unis, qui sont une exception humiliante, pour eux, honteuse même, s'agissant de la peine de mort, on va mieux dire que ce sont les États du sud des États-Unis, et on connaît leur histoire esclavagiste, qui pratiquent encore la peine de mort, et parmi eux, au premier rang, le Texas. Mais ce n'est pas le cœur de l'observation d'aujourd'hui. Et à cet égard, je serai aussi lucide et précis que possible. Lorsque vous regardez la carte
des États qui pratiquent la peine de mort, vous constatez que dans l'ensemble de la région à laquelle aujourd'hui nous nous intéressons, et dont vous êtes l'expression la plus consciente et les consciences les plus vigilantes, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, là, le nombre d'exécutions et de condamnations à mort demeure très important. Très important, nous avons en 2012, dans 6 pays seulement, 557 exécutions officiellement recensées. Et quand vous comparez ces chiffres État par État, et je prends en particulier le cas en tête de l'Iran, suivi aujourd'hui de l'Irak, après le Pakistan, puis ensuite l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, mais surtout pour l'Irak et l'Iran et l'Arabie saoudite, vous êtes au-delà proportionnellement du nombre d'exécutions en Chine par centaines de milliers d'habitants. C'est-à-dire qu'on utilise plus la peine de mort dans ces États du Moyen-Orient qu'on ne le fait en Chine, pour ne pas parler des États-Unis, bien sûr. Alors, vous vous interrogez, mais pourquoi? Et quand vous allez plus loin que l'interrogation, quand vous parlez, je suis heureux de le dire ici, je parle à tant d'amis issus de ces régions, et particulièrement du Maghreb, je pense que la raison profonde qui crée cette espèce de barrière au sein d'États qui n'ont pas de raison particulière d'y souscrire, au contraire, tient à un phénomène. Et ce phénomène, je le dis clairement, c'est que la législation de ces États, la législation terrestre, celle de la cité, pas la religion, pas la législation religieuse, eh bien, inévitablement, vous tombez devant une difficulté majeure. Ce que je dis, il faut une certaine dose de courage et de confiance dans ses auditeurs pour le dire. Mais quand j'en vois ou quand j'entends des amis hauts magistrats égyptiens, dans leurs décisions comme dans leurs confidences, expliquer que la législation en matière de droits de l'homme est un bienfait de Dieu, mais qu'à partir de ce moment-là, il faut interpréter la législation selon les canons de la religion de Dieu qui nous les a donnés, je me dis, l'obstacle est là. La laïcité qui n'est pas, ne cesse de le rappeler, la laïcité n'est pas l'adversaire des religions. Elle garantit à chacun la libre pratique de sa confession. Elle assure la liberté religieuse et la liberté de conviction. Elle n'est pas à la caricature odieuse qu'on en donne à des fins souvent de maintien de son pouvoir. Eh bien, la laïcité, ici, est la voie ouverte, sinon la condition nécessaire pour obtenir l'abolition de la peine de mort. Je le dis clairement, je suis une très vieille moustache de ces combats. Et combien de fois mes amis m'ont dit « Oui, c'est vrai, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu veux? Si nous abolissons la peine de mort, je parle de pays abolitionnistes de fait, mais si nous abolissions la peine de mort en droit, eh bien, le monde politique étant ce qu'il est, les combats politiques étant ce qu'ils sont, impitoyables, nous savons qui viendrait dire « Ah ah, ils se prétendent de bons musulmans, mais regardez, ils ont violé la charia hein », et on sortirait immédiatement les textes, et la conséquence politique serait désastreuse, bien au-delà de l'avantage politique et moral que nous pouvons espérer de l'abolition. C'est un propos terrible, parce que ça veut dire, comme au Pakistan,
qu'on a une grille de constitutionnalité qui nous vient du ciel. Moi, je respecte toutes les religions et je n'ai pas besoin de dire ici ni celle à laquelle j'appartiens, ni la densité de ma adhésion. Ça regarde chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que d'entendre ce propos tenu par d'éminents esprits, de grands hommes d'État que je respecte, pour lesquels j'ai une très grande considération, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut tout de même pas perdre ce que nous sommes en train de réaliser comme progrès vers la liberté et la démocratie, simplement en faisant passer la pratique de l'abolition dans un texte de loi. Ce sera trop cher payé. Pour avoir longtemps vécu dans ces assemblées, je sais que ce n'est pas un discours indifférent. Mais là demeure inscrit le problème. Car quand je regarde la liste de ces pays, je laisse de côté l'Iran. Aujourd'hui, je n'hésite pas à le dire, hélas pour un si grand peuple, terre de fanatisme. Je laisse de côté l'Irak, qui depuis sa décomposition à la suite de l'agression américaine est devenu une terre d'exécution à un niveau supérieur encore per capita aux autres. Mais je regarde les pays les plus intégristes, l'Arabie saoudite. On sait ce qu'on punit de mort en Arabie saoudite. Le blasphème, l'apostasie, ce sont des catégories juridiques, ça. Et pour ça, on est mis à mort. Et on est mis à mort non seulement du côté des hommes, mais du côté des femmes, et en pratiquant la lapidation biblique. Voilà la réalité. Alors, la réponse, et je parle ici de responsables de ces pays, est toujours la réponse religieuse. Nous avons une religion qui doit gouverner l'État. Et dans les prescriptions de cette religion, il y a la mise à mort de tel coupable pour telle infraction. À partir de là, un homme comme moi, mais tous nos amis, nous sommes réduits au silence. Pour une raison simple. Quelle qualité est-ce que nous pouvons avoir pour interpréter la loi religieuse musulmane? Aucune. Qu'est-ce qui pourrait faire croire que j'ai la moindre autorité pour interpréter la charia? Pas plus d'ailleurs, je le dis franchement, que je n'ai qualité pour interpréter l'Ancien ou le Nouveau Testament. Tout au plus m'intéresse-t-il, mais je ne me juge pas apte à l'interpréter. Mais alors, quand il s'agit de ce qui devient des catégories religieuses à portée effective, je réponds oui, c'est pas à moi de répondre. C'est à vous. Ce discours-là, c'est celui de cette terre. Mais si on veut placer le discours au ciel, alors le dialogue devient difficile. Il y a des pays musulmans, et ils existent et sont plus nombreux qu'on le pense communément, qui ont aboli. Je relève au passage que la Turquie est laïque, elle a aboli, que le Sénégal est une république laïque qui a aboli, et je pourrais continuer, ils sont des musulmans. Donc, la véritable réponse, c'est à vous de l'apporter. Nous ne pouvons que vous soutenir, applaudir, mais la parole qui est la nôtre, elle s'arrête parce que vous n'avez pas la qualité qui, dans ce cercle-là, vous permet de parler avec autorité. Vous pouvez dire, regardez l'exemple de tous les pays abolitionnistes, jamais la criminalité sanglante n'a augmenté, les immenses avantages de l'abolition en ce qui concerne la justice, échapper à l'injustice sociale, à la pauvreté, à l'inégalité, au racisme, qui empoisonnent véritablement la pratique de la peine de mort. Tout ça, ce sont des avantages universels. Mais si on place la discussion au niveau que j'évoquais, nous sommes, nous, laïcs, réduits au silence.
Et comme le silence ne permet pas de faire naître le progrès pour l'abolition, il n'y a qu'une solution, c'est que ce combat-là devienne le vôtre. Et que ce soit, comme nous l'avons d'ailleurs à plusieurs reprises fait, je salue l'ami Chezan là-dessus, Ensemble contre la peine de mort, vous suscitiez du côté de vos meilleurs interprètes des discussions pour savoir quelle est l'exacte portée, car sur ce point j'ai entendu des avis contradictoires de docteurs en théologie musulmane, la meilleure interprétation ou les interprétations possibles de la loi religieuse. Vous savez, dans ce domaine, depuis des siècles et des siècles, et partout où existent des religions révélées, l'imagination de l'interprète est immense, sans limite. Je ne sache pas que si on prend les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, la peine de mort n'y soit pas inscrite. Nous en sommes peu à peu libérés, beaucoup grâce à cet effort d'interprétation. Non pas qu'on s'attende à ce que soit proféré le propos « la peine de mort est interdite par la loi religieuse », mais comme je l'ai entendu ailleurs, il y a la peine de mort possible, mais elle n'est pas forcée. Elle devient une question de gouvernement des corps, pas de gouvernement des âmes. Elle s'inscrit ici, sur cette terre, les théologiens diraient hic et nunc, ici et maintenant. Quant au compte que nous aurons à rendre au Créateur, cela se passera quand il le voudra et selon les critères là-haut qu'il aura lui-même définis. Mais sur cette terre, mes amis, c'est la loi humaine qui régit les êtres humains. Et quand on exécute des êtres humains, quand on lapide, qu'on étrangle, qu'on gaze, qu'on pique, qu'on guillotine, qu'on pend, ce sont des êtres humains. Ils relèvent à cet instant et leur vie de la loi de ce monde. Et je vous demande, je dirais presque, j'ai supplié, de rappeler que ce n'est pas ici que des hommes doivent se permettre sur cette terre de se dire dépositaires de la parole divine pour tuer des femmes et des hommes. C'est dire que votre tâche ne sera pas facile, j'en suis convaincu, que modestement, chacun de nous fera ce qu'il pourra, comme il pourra pour vous aider, mais que c'est à vous seul que revient en définitive le lourd fardeau, mais ensuite l'immense joie d'avoir mis un terme à une justice qui tue ici-bas, et rappelez-vous, qui tue ici-bas dans les États non laïques, au nom de Dieu, qui tue au nom de Dieu. Merci. Merci cher Robert Badinter, merci pour votre rôle majeur et irremplaçable dans ce beau combat. Je passe maintenant la parole à M. Emmanuel Mestre, qui est secrétaire général de Ensemble contre la peine de mort. Monsieur le Président, cher Robert Badinter, Monsieur le Ministre, chère Antoinette, Mesdames et Messieurs les parlementaires d'Algérie, d'Égypte, d'Irak, de Jordanie, de Libye, du Liban, du Maroc, de Mauritanie, des territoires palestiniens, de Tunisie et de France. Mesdames et Messieurs les militants, au nom de l'association Ensemble contre la peine de mort, co-organisateur de cet événement international, je suis heureux et fier de vous accueillir pour ce premier séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient.
La diversité des pays représentés ici durant ces 2 jours, dans l'enceinte du Parlement français, montre combien le combat pour l'abolition de la peine de mort est une préoccupation qui touche l'ensemble des sociétés, du Nord comme du Sud, l'ensemble des parlements de la planète et en particulier également ceux du monde arabe. Parce que l'abolition est la base de développement de toute société pacifiée et respectueuse des droits fondamentaux des individus, son combat est universel et traverse l'ensemble des chambres parlementaires. Depuis son origine, Ensemble contre la peine de mort a toujours œuvré à mobiliser les parlementaires pour faire avancer la cause de l'abolition universelle. Pour Ensemble contre la peine de mort, les parlementaires sont la clé de voûte de l'abolition. C'est avec eux, avec leur conscience, avec leur éthique, que l'abolition voit le jour. C'est leur vote qui permet l'avènement d'une abolition, fruit d'une lutte acharnée de la société civile, voire de la société dans son ensemble. Et ce vote, porté par le parlementaire, insufflé par l'intérêt fondamental et général pour la société, dépasse, balaie les clivages partisans. J'en veux pour preuve l'adoption ici même, dans ce palais du Luxembourg, cette assemblée du Sénat, alors à droite, l'adoption à une large majorité, le 30 septembre 1981, de la loi abolissant la peine de mort en France. À l'occasion du premier congrès mondial contre la peine de mort de Strasbourg en 2001, le président de l'Assemblée nationale, cet immense abolitionniste qu'est le regretté Raymond Forny, a lancé un appel des présidents de Parlement contre la peine de mort. À l'époque, les présidents des parlements de Belgique, du Chili, de Côte d'Ivoire, de Grèce, d'Espagne, de France, du Cambodge, d'Italie, de Malte, des Pays-Bas, d'Autriche, du Portugal et d'Ukraine ont signé cet appel également porté par le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Depuis 2001, ils sont des dizaines de parlements à travers le monde à avoir voté l'abolition de la peine de mort dans un mouvement sans précédent vers l'abolition universelle. Aujourd'hui, c'est aux parlementaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient que nous voulons dire « oui, l'abolition universelle est possible ». Dans le prolongement du 5e Congrès mondial contre la peine de mort de Madrid, qui a été marqué par une présence sans précédent de parlementaires de pays rétentionnistes en provenance des régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et d'Asie, dans le prolongement de cette mobilisation, nous voulons dire et redire, parlementaires abolitionnistes de tout pays, unissez-vous, tous ensemble abolitionnistes, unissons-nous. J'ai eu l'honneur, lors de ce même 5e Congrès mondial à Madrid, de participer à la rédaction de l'appel des parlementaires marocains à la création de réseaux nationaux de parlementaires contre la peine de mort. À Rabat, fait unique, dans un pays condamnant toujours à la peine capitale, pas moins de 208 parlementaires de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, toutes tendances politiques confondues, à l'exception notable du parti islamiste au pouvoir, 208 parlementaires se sont fédérés depuis février 2013 dans un réseau contre la peine de mort. Leur objectif, et je les cite, de prendre des initiatives législatives visant à l'abolition de la peine de mort, visant à une réforme pénale profonde, inspirée des droits humains prônant la réinsertion et la resocialisation des condamnés, visant à la ratification du 2e protocole facultatif du Pacte international des droits civils et politiques se rapportant à l'abolition de la peine de mort, et visant enfin à l'annonce officielle d'un moratoire sur les exécutions. Ce réseau constitue pour nous tous, désormais, un nouvel acteur majeur du mouvement abolitionniste marocain et mondial, un acteur complémentaire de la société civile. L'appel qu'ils ont lancé à Madrid invite les parlementaires des pays rétentionnistes de la région et du monde entier à s'inspirer de cette initiative et à s'engager dans cette voie, faire naître une voie abolitionniste dans chaque Parlement pour travailler avec les acteurs de la société civile à l'avènement de l'abolition.
Notre séminaire veut amplifier cet appel et permettre aux députés abolitionnistes des pays de la région, aux parlementaires abolitionnistes des pays de la région, d'échanger sur leurs pratiques et leurs stratégies et d'organiser un soutien régional et international à leurs actions. Je fais le pari qu'au lendemain de ces 2 jours de rencontres, le mouvement abolitionniste sortira encore renforcé et que nos échanges et travaux seront une pierre supplémentaire dans la construction du mur de l'abolition universelle. Je fais le vœu que nos travaux permettront de faire avancer l'abolition dans une des rares zones du monde où elle marque le pas, c'est peu de le dire, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Au nom d'Ensemble contre la peine de mort, je tiens à vous remercier tous, parlementaires et représentants de la société civile et des médias, de votre présence nombreuse ici pour ces 2 jours, alors que demain, 10 octobre, nous célébrerons la 11e journée mondiale contre la peine de mort qui, sous l'égide de la Coalition mondiale contre la peine de mort, verra dans le monde entier fleurir des centaines d'initiatives abolitionnistes. Je veux aussi remercier chaleureusement le réseau marocain des parlementaires contre la peine de mort et la coalition marocaine contre la peine de mort pour leur engagement et leur confiance. Permettez-moi encore de remercier nos hôtes